Pendant la pause de midi, il alla chercher dans le placard métallique sa valise, son manteau et son parapluie. Et il se rendit dans la rue Saint-Placide toute proche, où se trouvait un petit hôtel hébergeant surtout des étudiants et des travailleurs immigrés. Il demanda la chambre la moins chère. On lui en proposa une à 55 francs. Il la prit sans la voir, paya d'avance et laissa son bagage à la réception. Dans un stand, sur le trottoir, il s'acheta 2 petits pains au raisin et un carton de lait, puis gagna le square Boucicaut, devant les grands magasins du bon marché. Il s'assit sur un banc à l'ombre et mangea. 2 bancs plus loin, un clochard s'était installé. Il avait une bouteille de vin blanc entre les cuisses, une demi-baguette dans une main, et à côté de lui, sur le banc, un sachet en papier avec des sardines fumées. Il tirait les sardines du sachet l'une après l'autre par la queue. Puis d'un coup de dent, il leur coupait la tête, la crachait au loin, et mettait tout le reste d'un seul coup dans sa bouche. Là-dessus, une bouchée de pain, une bonne gorgée au goulot et un soupir de contentement. Jonathan connaissait l'homme. En hiver, il était toujours assis devant l'entrée des livreurs du grand magasin, sur les grilles de la chaufferie, et en été, devant les boutiques de la rue de Sèvres, ou le porche du foyer, ou à côté du bureau de poste. Il vivait depuis des dizaines d'années dans ce quartier, depuis tout aussi longtemps que Jonathan. Et Jonathan se rappelait qu'à l'époque, 30 ans plus tôt, lorsqu'il l'avait vu pour la première fois, il avait senti une espèce de furieuse jalousie monter en lui. Une jalousie pour la manière insouciante dont cet homme menait sa vie. Tandis que Jonathan prenait son service tous les jours à 9 heures pile, le clochard ne rappliquait souvent que vers 10 ou 11 heures. Tandis que Jonathan devait se tenir au garde à vous, l'autre se vautrait tout à son aise sur son bout de carton, et en fumant. Tandis qu'heure après heure, jour après jour et année après année, Jonathan montait la garde devant une banque en y risquant sa vie, et qu'il gagnait durement de quoi vivre en exerçant cette activité, ce type se contentait de s'en remettre à la pitié et à la charité de ses semblables qui jetaient de l'argent liquide dans sa casquette. Et jamais il ne paraissait de mauvaise humeur, même pas quand sa casquette restait vide. Jamais il ne semblait souffrir ou avoir peur, ou même seulement s'ennuyer. Il émanait toujours de lui une assurance et une satisfaction révoltantes, l'aura ostentatoire et provocante de la liberté. Mais voilà qu'un jour, au milieu des années 60, en automne, comme Jonathan allait à la poste de la rue du Pin, trébuchant presque en y entrant sur une bouteille de vin posée sur le bout de carton, entre un sac en plastique et la casquette qu'il connaissait bien, avec ses quelques pièces de monnaie, et comme pendant un instant il cherchait involontairement des yeux le clochard, non que celui-ci lui manquât en tant que personne, mais parce qu'il manquait au centre de cette nature morte à la bouteille, au carton et au sac, voilà qu'il l'aperçut de l'autre côté de la chaussée, accroupi entre 2 voitures arrêtées, et il vit qu'il faisait là ses besoins. Il était à croupeton, à côté du caniveau, la culotte baissée jusqu'aux genoux. Son derrière était tourné vers Jonathan. Le derrière était complètement nu. Les gens passaient, tout le monde pouvait le voir. Un derrière blanc comme un navet, bigarré de taches bleues et d'escarres rougeâtres, aussi mal en point que le derrière d'un vieillard grabataire. Et cet homme n'était pas plus vieux que ne l'était alors Jonathan lui-même. 30 ans peut-être, 35 ans tout au plus. Et de ce pauvre derrière maltraité, voilà qu'un jet de brouet brun giclait sur le pavé, avec une violence et une abondance énormes. Il se formait une mare, un lac qui déferlait sur les chaussures, et des éclaboussures en tous sens maculaient les chaussettes, les cuisses, le pantalon, la chemise, tout. Ce spectacle était si misérable, si répugnant, si atroce qu'aujourd'hui encore Jonathan frissonnait rien qu'à se le rappeler. À l'époque, après être resté un moment figé d'effroi, il s'était jeté dans le bureau de poste comme en un refuge. Il avait payé sa facture d'électricité, puis il avait acheté des timbres, quoiqu'il n'en eût pas besoin, uniquement pour prolonger sa visite et pour être sûr qu'en sortant de la poste, il ne tomberait plus sur le clochard en train de poser culotte. Quand il ressortit enfin, il plissa les yeux,
baissa la tête et se força à ne pas regarder de l'autre côté de la chaussée, mais carrément vers la gauche et vers le bout de la rue du Pin. Et c'est d'ailleurs par là qu'il partit à grands pas vers la gauche, bien qu'il n'eût rien à y faire, pour éviter surtout d'avoir à passer là où se trouvait la bouteille, le carton et la casquette. Et il préféra s'imposer un long détour par la rue du Cherche-Midi et le boulevard Raspail, avant de rejoindre la rue de la Planche et de regagner sa chambre et l'abri sûr qu'elle lui offrait. Dès lors, dans l'âme de Jonathan, il n'y eut plus la moindre place pour un sentiment de jalousie envers le clochard. Si jusque-là il avait encore, de temps à autre, senti poindre en lui un léger doute sur le sens qu'il pouvait y avoir pour un homme à passer un tiers de sa vie debout devant les portes d'une banque, en ouvrant parfois une grille, en saluant la limousine du directeur, toujours la même chose, en ayant peu de congés et un maigre salaire dont le plus clair filait aussitôt en impôts, loyers et cotisations sociales. Désormais, la réponse à ce doute sur le sens que tout cela pouvait avoir s'imposait à ses yeux avec la même lumineuse évidence qu'avait eue cette image effroyable aperçue dans la rue du Pin. Oui, cela avait un sens. Cela avait même beaucoup de sens, car cela le préservait d'avoir à montrer son derrière en public et à déféquer sur la chaussée. Y avait-il rien de plus misérable que d'en être réduit à montrer son derrière en public et à déféquer sur la chaussée? Y avait-il rien de plus humiliant que ces culottes baissées, cette posture accroupie, cette nudité laide et contrainte? Y avait-il détresse plus honteuse que cette nécessité mortifiante de faire ses besoins sous les yeux de tout le monde? Ses besoins? À lui seul le mot disait bien tout l'inconfort de la chose. Et comme tous les actes que nous impose une nécessité inéluctable, ces besoins exigeaient, pour être du moins tolérables, l'absence totale de nos semblables, ou en tout cas leur absence apparente. Un bois lorsqu'on se trouvait à la campagne, un buisson quand cela vous prenait en plein champ, ou du moins un sillon, ou le crépuscule du soir, ou, à défaut, un terrain découvert où l'on put voir à 1 kilomètre à la ronde et s'assurer qu'il n'y avait personne à l'horizon. Et en ville, là où cela grouillait de gens, où jamais il ne faisait vraiment sombre, où même une propriété abandonnée et en ruine ne mettait pas à l'abri des regards indiscrets, en ville, rien ne permettait de se mettre à l'écart des hommes, sinon un réduit pourvu d'un bon verrou. Qui n'en possédait point, qui n'avait pas ce havre sûr pour ses besoins, était le plus misérable et le plus pitoyable des êtres humains, liberté ou pas. Jonathan aurait pu vivre avec peu d'argent. Il aurait pu s'imaginer portant une veste élimée et un pantalon en loques. À l'extrême limite, et en mobilisant toute son imagination romanesque, il lui aurait même semblé pensable de dormir sur un bout de carton et de restreindre l'intimité de son chez-soi à quelques recoins, à une grille de chauffage ou à un palier dans l'escalier de la station de métro. Mais si dans une grande ville on n'avait même plus une porte à refermer derrière soi pour déféquer, ne fût-ce que la porte des WC de l'étage, si l'on était privé de cette liberté-là, de cette liberté fondamentale qui consiste à se retirer à l'écart des autres quand le besoin vous presse, alors toutes les autres libertés étaient sans valeur. Alors la vie n'avait plus de sens. Alors mieux valait être mort. Lorsque Jonathan eut ainsi compris que l'essence de la liberté humaine consistait en la jouissance d'un WC, à l'étage, et qu'il jouissait, lui, de cette liberté essentielle, il fut envahi d'un sentiment de profonde satisfaction. Oui, il avait eu bien raison d'organiser sa vie ainsi. Il menait là une existence intégralement réussie. Elle ne comportait rien, absolument rien qui justifiât le moindre regret ou la moindre jalousie envers autrui. Dès ce moment, c'est d'un pied en quelque sorte plus ferme qu'il monta la garde devant la banque. Il se dressait là comme coulé dans le bronze. Cette imperturbable satisfaction et assurance qu'il avait jusque-là cru percevoir dans le caractère du clochard, elle s'était déversée en lui comme un métal en fusion qui, en se refroidissant, lui avait fait une cuirasse intérieure et lui avait donné plus de poids. Désormais, rien ne pouvait plus l'ébranler, aucun doute ne pouvait plus le faire broncher. Il avait trouvé sa sérénité de sphinx. Envers le clochard, lorsqu'il le rencontrait ou qu'il l'apercevait assis quelque part,
il n'éprouvait plus dorénavant que ce sentiment qu'on désigne généralement par le terme de tolérance, un mélange fort tiède de dégoût, de mépris et de pitié. Cet être ne lui causait plus d'émotion, cet être lui était indifférent. Il lui avait été indifférent jusqu'à ce jour où Jonathan, assis dans le square Boucicaut, avalait ses petits pains au raisin en buvant du lait à même le carton. D'habitude, pendant la pause de midi, il rentrait chez lui. Il n'habitait qu'à 5 minutes de là. D'habitude, chez lui, il se préparait quelque chose sur son réchaud électrique, une omelette, des œufs sur le plat avec du jambon, des pâtes avec du fromage râpé, un reste de potage de la veille, et puis de la salade et une tasse de café. Cela faisait une éternité qu'il n'avait pas passé sa pause de midi assis sur un banc du square, à manger des petits pains au raisin et à boire du lait à même le carton. En fait, il n'aimait pas particulièrement les choses sucrées, ni le lait. Mais enfin, il avait déjà dépensé 55 francs aujourd'hui pour la chambre d'hôtel. Dans ces conditions, il aurait eu l'impression de jeter l'argent par les fenêtres s'il était allé dans un café et qu'il eût commandé une omelette et une bière. Là-bas, sur son banc, le clochard avait fini son repas. Après les sardines et le pain, il avait encore pris du fromage, des poires et des gâteaux secs. Il avait avalé une grande gorgée de vin blanc, poussé un soupir de profonde satisfaction, et puis avait roulé sa veste pour s'en faire un oreiller. Il y avait logé sa tête, et avait étendu de tout son long, sur le banc, son corps paresseux et repu pour faire la sieste. À présent, il dormait. Des moineaux arrivaient en sautillant et picoraient les miettes de pain. Puis, attirés par les moineaux, quelques pigeons s'approchèrent du banc en clopinant et piquèrent leur bec noir dans les têtes de sardines. Le clochard n'était nullement dérangé par les oiseaux. Il dormait profondément et paisiblement. Jonathan le regarda, et en le regardant, il fut saisi d'une inquiétude étrange. Cette inquiétude n'était pas alimentée par la jalousie, comme jadis, mais par l'étonnement. Comment se faisait-il, se demandait Jonathan, qu'à plus de 50 ans, cet homme vécut encore? Avec son mode de vie complètement irresponsable, n'aurait-il pas dû depuis longtemps être emporté par le froid, la famine, la cirrhose du foie, et en tout cas être mort? Au lieu de cela, il mangeait et buvait du meilleur appétit, dormait du sommeil du juste, et dans son pantalon rapiécé, qui naturellement n'était plus depuis longtemps celui qu'il avait baissé, à l'époque rue du Pin, mais un pantalon de velours côtelé plutôt chic, presque à la mode, juste un peu réparé par endroits, et avec sa veste de coton, il donnait l'impression d'un personnage bien installé dans l'existence, parfaitement en accord avec le monde et avec lui-même, et jouissant de la vie. Tandis que lui, Jonathan, et son étonnement augmentait peu à peu jusqu'à la nervosité et à la confusion mentale. Tandis que lui, qui pourtant toute sa vie avait été quelqu'un de sage et de rangé, frugal, presque ascétique, et propre, et toujours ponctuel et docile, digne de confiance et parfaitement comme il faut, lui qui avait gagné par lui-même chaque sou qu'il possédait et qui avait toujours tout payé rubis sur l'ongle, facture d'électricité, loyer, étrenne à la concierge, et qui n'avait jamais fait de dette, n'avait jamais été à la charge de personne, qui n'avait même pas été malade et n'avait rien coûté à la sécurité sociale, qui jamais n'avait fait le moindre tort à qui que ce fût, et qui jamais, jamais n'avait voulu autre chose dans la vie que s'assurer et se préserver sa modeste petite tranquillité d'esprit, tandis que lui, dans sa 53e année, se voyait précipité cul par-dessus tête dans une crise qui bouleversait le projet si ingénieusement élaboré pour toute son existence, qui le désarçonnait et le perturbait et lui faisait ingurgiter des petits pains au raisin à force de trouble et de peur. Oui, il avait peur. Dieu sait qu'il tremblait et qu'il avait peur, rien qu'à regarder ce clochard endormi. Il avait tout d'un coup une peur terrible de devenir inévitablement comme cette loque humaine, là-bas, sur le banc. Comme cela pouvait vous arriver vite, de devenir pauvre et de sombrer. Comme il s'effritait vite, le fondement apparemment bien assis de toute une existence. Tu as raté la limousine de M. Rodel, songea-t-il à nouveau en un éclair. Ce qui ne s'était jamais passé et n'aurait jamais dû se passer, c'est tout de même arrivé aujourd'hui. Tu as raté la limousine.
Et si aujourd'hui tu rates la limousine, peut-être que demain tu rateras ton service tout entier, ou bien que tu perdras la clé de la grille articulée, et le mois suivant tu es licencié de façon infamante, et tu ne trouves pas de nouveau travail, car qui voudrait d'un employé capable de telles défaillances? Personne ne peut vivre de l'indemnité de chômage. Ta chambre, tu l'as de toute façon perdue depuis longtemps. Elle est habitée par un pigeon, par une famille de pigeons qui salit et dévaste ta chambre. Les notes de l'hôtel atteignent des sommes énormes. Tu te saoules pour oublier tes soucis, tu bois de plus en plus, tu bois toutes tes économies, tu deviens définitivement esclave de la bouteille, tu tombes malade, c'est la déchéance, la pouillerie, la décrépitude. On te met à la porte de la dernière et la moins chère des pensions. Tu n'as plus un sou. Tu n'as devant toi que le néant. Tu es à la rue, tu dors et tu habites dans la rue, tu défèques dans la rue. C'est la fin. Jonathan, avant moins d'un an, ce sera la fin. Tu seras un clochard en haillons, couché sur un banc de square, comme cette loque là-bas qui est ton frère. Il avait maintenant la bouche sèche. Il détourna les yeux du spectre terrible qu'était l'homme endormi, et il avala la dernière bouchée de son petit pain au raisin. Cela dura une éternité avant que cette bouchée ne soit dans l'estomac. Elle descendait l'œsophage à la vitesse de l'escargot. Parfois elle semblait même s'arrêter en chemin. Elle oppressait et faisait mal, comme un clou enfoncé dans la poitrine. Et Jonathan croyait que cette répugnante bouchée allait l'étouffer. Mais ensuite la chose repartait, faisait un petit bout de chemin, puis un autre, et enfin elle eut fini sa descente, et la douleur convulsive se dissipa. Jonathan respira un grand coup. À présent, il voulait partir. Il ne voulait pas rester plus longtemps, bien que sa pause de midi ne se terminât que dans une demi-heure. Il en avait assez. Il était dégoûté de cet endroit. Du dos de la main, il balaya les quelques miettes de petit pain qui étaient tombées sur son pantalon, en dépit de ses précautions, tira sur les pinces de ses plis de pantalon, se leva et partit, sans jeter un nouveau regard vers le clochard. Il avait déjà regagné la rue de Sèvres quand il songea qu'il avait laissé son carton de lait vide sur le banc du square, et cela lui fut désagréable, car il détestait que d'autres gens laissent leurs détritus sur les bancs, ou simplement les jettent dans la rue, au lieu de les mettre dans les endroits faits pour les détritus, à savoir dans les corbeilles disposées un peu partout à cet effet. Pour sa part, jamais il n'avait ainsi jeté au petit bonheur des détritus, ni n'en avait laissé sur un banc de square, jamais, même par négligence ou par oubli. Ce genre de choses ne lui arrivait tout simplement pas. Aussi ne voulait-il pas non plus que cela lui arrive aujourd'hui, surtout pas aujourd'hui, en cette journée critique où étaient déjà arrivés tant de malheurs. Il était déjà de toute façon sur la mauvaise pente. Il se comportait déjà de toute façon comme un énergumène, comme un individu irresponsable, presque comme un asocial. Rater la limousine de M. Rodel, manger à midi des petits pains au raisin dans le square. Si maintenant il ne faisait pas attention, surtout dans les petites choses, s'il ne résistait pas avec la dernière énergie à des étourderies apparemment accessoires, comme l'oubli de ce carton de lait, il perdrait bientôt pied et partirait à la dérive. Et plus rien ne pourrait empêcher qu'il connaisse une fin lamentable. Il fit donc demi-tour et retourna dans le square. De loin, il vit que le banc où il s'était assis était toujours libre, et en s'approchant, il eut le soulagement de constater, à travers les lattes peintes en vert du dossier, que le carton blanc était toujours là. Manifestement, sa négligence n'avait encore été remarquée par personne. Il pouvait gommer cette faute impardonnable. Arrivant jusqu'au banc par derrière, il se pencha très bas par-dessus le dossier, saisit le carton de lait de la main gauche et se redressa en se tournant nettement vers la droite, dans la direction approximative où il savait que se trouvait la plus proche corbeille à papier. Et il sentit alors que cela tirait brusquement et violemment sur son pantalon, vers le bas et en oblique. Mais sans qu'il pût rien faire pour que cette traction se relâchât, car elle était intervenue trop brusquement, alors qu'il était déjà en train d'exécuter son mouvement ascendant et giratoire en sens inverse. Et, en même temps, cela fit un vilain bruit, un
très fort, et il sentit passer sur sa cuisse gauche la caresse d'un courant d'air. Il n'était pas douteux que l'air extérieur pénétrait là sans rencontrer d'obstacle. Pendant un moment, il fut si atterré qu'il n'osa pas regarder. Et puis il résonnait encore à ses oreilles, lui semblait avoir fait un bruit énorme, comme si non seulement quelque chose s'était déchiré à son pantalon, mais comme si une déchirure se produisait en lui-même, dans le banc, dans le square tout entier, comme la faille béante d'un séisme, et comme si tous les gens alentour l'avaient nécessairement entendu, ce terrible et regardait à présent Jonathan, qui l'avait produit. Mais personne ne regardait. Les vieilles dames continuaient à tricoter, les vieux monsieur à lire leurs journaux, les quelques enfants qui étaient dans l'air de jeu continuaient leur descente sur le toboggan, et le clochard dormait. Jonathan baissa lentement les yeux. La déchirure avait environ 12 centimètres de long. Elle allait du bas de la poche gauche, qui lors du mouvement tournant s'était accrochée à une vis qui dépassait du banc. Elle descendait le long de la cuisse, mais sans suivre proprement la couture, en plein milieu au contraire de la belle gabardine du pantalon d'uniforme, et puis elle repartait à angle droit sur environ la largeur de 2 pouces jusqu'au pli, si bien que cela ne faisait pas juste une fente discrète dans le tissu, mais un accroc qu'il était impossible de ne pas voir, et sur lequel flottait un petit drapeau triangulaire. Jonathan sentit que son sang recevait une dose d'adrénaline. Cette substance stimulante dont il avait lu un jour que les surrénales la sécrètent dans les moments de danger physique et de tension psychique extrême, pour mobiliser les ultimes réserves du corps en vue de la fuite ou d'un combat à la vie et à la mort. De fait, il avait le sentiment d'être blessé. Il aurait dit que ce n'était pas seulement son pantalon, mais sa propre chair qui était ouverte sur 12 centimètres et laissait s'écouler son sang, sa vie, dont la circulation normale était pourtant si hermétiquement refermée sur elle-même. Et il allait nécessairement mourir de cette blessure s'il ne parvenait pas à la fermer très bientôt. Mais il y avait aussi cette adrénaline, qui, alors qu'il pensait perdre tout son sang, lui donnait une vivacité merveilleuse. Son cœur battait puissamment, son courage était grand, ses pensées étaient d'un coup tout à fait claires et visaient un seul but. « Il faut tout de suite faire quelque chose », criait en lui une voix. « Il faut immédiatement entreprendre quelque chose pour refermer cet accroc, sinon tu es perdu. » Et tandis qu'il se demandait ce qu'il pourrait entreprendre, il savait déjà la réponse. Si rapide est l'action de l'adrénaline, cette drogue magnifique, et tant il est vrai que la peur donne des ailes à l'intelligence et au dynamisme. Résolument, il empoigna de la main droite le carton de lait qu'il tenait encore de la main gauche. Il le froissa en boule, le jeta n'importe où, sur le gazon, sur l'allée sablée, il ne s'en souciait pas. Il appliqua sa main gauche désormais libre sur l'accroc de sa cuisse gauche, et puis il partit à toute allure, tenant sa jambe gauche aussi raide que possible pour éviter que sa main ne dérape, et ramant furieusement du bras droit, se déhanchant fougueusement comme peuvent faire les boiteux. Il sortit du square et prit la rue de Sèvres. Il n'avait plus qu'une petite demi-heure. Au rayon alimentation du Bon Marché, au coin de la rue du Bac, il y avait une couturière. Il l'avait vue à peine quelques jours plus tôt. Elle était installée tout de suite près de l'entrée, à l'endroit où on laissait les chariots. Elle avait un écriteau accroché à sa machine à coudre, et l'on pouvait y lire, il s'en souvenait précisément, « Jeannine Topel, retouche et réparation, travail rapide et soigné ». C'était cette femme qui allait l'aider. Il faudrait qu'elle l'aide, si elle n'était pas elle-même en train de faire la pause de midi. Mais elle ne serait pas en train de faire la pause, non, non, ce serait trop de déveine. Il ne pourrait pas avoir autant de déveine en un seul jour, pas maintenant, pas quand l'urgence était telle. Quand l'urgence était à son comble, c'est alors qu'on avait de la chance et qu'on trouvait de l'aide. Madame Topel serait à sa place, et elle l'aiderait. Madame Topel était à sa place. Il la vit de l'entrée du rayon alimentation, assise à sa machine et en train de coudre. Oui, on pouvait compter sur Madame Topel. Même pendant la pause de midi, elle était à son travail, rapide et soignée. Il courut jusqu'à elle, se planta près de la machine à coudre, ôta la main de sa cuisse, jeta un coup d'œil sur sa montre-bracelet. Il était 14h05. Il se racla la gorge et commença. « Madame ?»
Madame Topel termina le plissé d'une jupe rouge qu'elle avait en chantier, arrêta la machine et releva le pied de biche pour dégager le tissu et couper les fils. Après quoi elle leva la tête et regarda Jonathan. Elle portait une très grande paire de lunettes à grosse monture nacrée, avec des verres fortement bombés qui lui faisaient des yeux immenses et transformaient ses orbites en des lacs profonds et pleins d'ombre. Ses cheveux châtains tombaient droits sur ses épaules, et ses lèvres étaient fardées de violet argenté. Elle pouvait avoir dans les 50 ans, ou peut-être 55. Son allure était celle des dames capables de lire votre destinée dans les boules de verre ou les cartes. L'allure de ces dames qui ont connu des temps meilleurs et à qui cette appellation de dame ne convient plus vraiment, mais avec qui l'on se sent néanmoins tout de suite en confiance. Ses doigts aussi. Elle repoussa un peu ses lunettes du bout des doigts vers le haut de son nez pour mieux considérer Jonathan. Ses doigts aussi, courts, boudinés et pourtant, en dépit de tout ce travail manuel, soignés et vernis de violet argenté, étaient d'une semi-élégance qui inspirait confiance. « Vous désirez » dit madame Topel d'une voix légèrement rugueuse. Jonathan se présenta de biais, montra l'accroc de son pantalon et demanda « Pouvez-vous réparer ça ?» Et comme sa question lui parut formulée d'une manière un peu rogue, qui pouvait trahir l'excitation due à l'adrénaline, il ajouta pour l'atténuer sur un ton aussi anodin que possible « C'est un accroc, une petite déchirure, un incident stupide. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose ?» Madame Topel déplaça le regard de ses yeux immenses le long de Jonathan, découvrit l'accroc sur la cuisse et se pencha en avant pour l'examiner. À cette occasion, la surface lisse de sa chevelure châtain se sépara en deux, des omoplates à la nuque, découvrant un cou blanc, court et grassouillé. Et en même temps, il montait d'elle un parfum si lourd et si entêtant que Jonathan fut involontairement contraint de rejeter la tête en arrière et de déplacer d'un bond son regard qui quitta les abords de cette nuque pour les lointains du supermarché. Et l'espace d'un moment, il eut sous les yeux la totalité des lieux avec tous les rayonnages, les bacs réfrigérés, les présentoirs de fromage et de charcuterie, les tables d'offres spéciales, les pyramides de bouteilles et les montagnes de légumes, avec les clients zigzagant au milieu de tout cela, en poussant leurs chariots et entraînant derrière eux de petits enfants, avec les vendeurs et vendeuses, les magasiniers, les caissières. Une foule de gens, grouillante et bruyante, au bord de laquelle, livré à tous les regards, lui, Jonathan, était debout avec son pantalon en lambeaux. Et l'idée lui traversa le cerveau en un éclair que M. Villemont ou Mme Roch, voire M. Rodel, pourrait fort bien se trouver dans la foule et l'observer, lui, Jonathan, en train de se faire examiner en public une partie critique de son individu par une dame aux cheveux châtains qui avait connu des temps meilleurs. Et il commença de se sentir un peu mal, d'autant qu'à présent, l'un des doigts boudinés de madame Topel effleurait la peau de sa cuisse, ouvrant et refermant le petit volet de tissu déchiré. Mais voici que cette dame émergeait à nouveau de ses profondeurs, qu'elle se carrait en arrière sur sa chaise, et que l'effluve direct de son parfum s'en trouvait interrompu, si bien que Jonathan put baisser à nouveau la tête et ramener son regard, depuis les espaces vertigineux du magasin, dans la région rassurante des grands verres de lunettes bombées de madame Topel. « Alors » demanda-t-il, et il répéta « Alors » avec une sorte d'impatience angoissée, comme un patient debout devant une femme médecin dont il aurait redouté le diagnostic accablant. « Pas de problème, dit madame Topel. Il faut seulement mettre une pièce en dessous, et il y aura une petite couture qui se verra. Pas moyen de faire autrement. » « Mais ça n'a pas d'importance, dit Jonathan. Une petite couture, ça n'a aucune importance. Qui est-ce qui irait regarder à un endroit pareil ? Et il jeta un coup d'œil sur sa montre. Il était 14h14. Il reprit. « Vous pouvez donc arranger ça. Vous pouvez m'aider, madame ?»« Oui, naturellement, dit madame Topel, en remontant sur son nez ses lunettes qui avaient un peu glissé pendant l'examen de l'accroc. « Oh, je vous remercie, madame, dit Jonathan. Je vous remercie beaucoup. Vous me tirez d'un grand embarras. Mais je voudrais encore vous demander une petite faveur. Auriez-vous l'extrême amabilité ? Il faut vous dire que je suis pressé. Je n'ai plus que... » Et il regarda de nouveau sa montre. «
Je n'ai plus que 10 minutes devant moi. Pourriez-vous faire cela tout de suite? Je veux dire là, immédiatement? Il est des questions qui impliquent une réponse négative, du simple fait qu'on les pose. Et il est des demandes dont la parfaite inutilité éclate au grand jour lorsqu'on les formule en regardant quelqu'un d'autre dans les yeux. Jonathan regardait les yeux immenses et bordés d'ombre de Madame Topel, et il sut aussitôt que tout cela n'avait pas de sens, que c'était sans espoir et sans issue. Il le savait déjà en finissant de bredouiller sa question, il l'avait senti physiquement, à la baisse du taux d'adrénaline dans son sang au moment où il avait regardé sa montre. 10 minutes. Il avait l'impression de baisser lui aussi, de sombrer comme quelqu'un qui se trouvait debout sur un bloc de glace molle qui ne va pas tarder à fondre en eau. 10 minutes. Comment voulait-il qu'en 10 minutes, il y eût quelqu'un qui pût repriser cet affreux accroc? Jamais cela ne se pourrait, jamais de la vie. Car enfin, on ne pouvait tout de même pas réparer l'accroc sur la cuisse elle-même. Il fallait mettre une pièce en dessous, et cela signifiait qu'il fallait quitter le pantalon. Mais pendant ce temps, où trouver un autre pantalon en plein milieu du rayon alimentaire du bon marché? Retirer son pantalon et rester là debout en caleçon, cela n'avait pas de sens, pas le moindre sens. Tout de suite? Demanda Madame Topel. Et bien qu'il sût que tout cela n'avait pas de sens, et bien qu'il eût sombré dans un défaitisme sans fond, Jonathan confirma d'un signe de tête. Madame Topel sourit. Regardez, monsieur, tout ce que vous voyez là, et elle montra une tringle à vêtements de 2 mètres de long, tout encombrée de robes, de vestes, de pantalons et de corsages. Tout cela, je dois le faire tout de suite. Je travaille 10 heures par jour. Oui, naturellement, dit Jonathan. Je comprends parfaitement, madame. C'est tout simplement une question stupide. Combien de temps pensez-vous que cela prendra pour que mon accroc soit réparé? Madame Topel s'occupait de nouveau de sa machine. Elle remit en place le tissu de la jupe rouge et rabaissa le pied de biche. Si vous m'apportez le pantalon lundi prochain, il sera fait dans 3 semaines. Dans 3 semaines? Répéta Jonathan abasourdi. Oui, dit Madame Topel, dans 3 semaines. Cela ne peut pas aller plus vite. Et elle remit la machine en marche. L'aiguille piqua en ronronnant, et en même temps, Jonathan eut l'impression qu'il n'était plus du tout là. Certes, il voyait encore à portée de son bras Madame Topel, assise dans la console de sa machine à coudre. Il voyait sa tête châtain avec ses lunettes nacrées. Il voyait ses doigts grassouillés qui s'activaient agilement, et l'aiguille bourdonnante piquer l'ourlet de la jupe rouge. Et il voyait encore vaguement à l'arrière-plan l'agitation du supermarché. Mais soudain il ne se voyait plus lui-même, c'est-à-dire qu'il ne se voyait plus comme faisant partie du monde qui l'entourait. Il eut quelques secondes durant l'impression d'être placé très loin, à l'extérieur, et de regarder ce monde par le petit bout de la lorgnette. Et de nouveau, comme le matin, il fut pris de vertige et perdit un peu l'équilibre. Il fit un pas de côté, se détourna et gagna la sortie. Les mouvements de la marche le remirent dans le monde. L'effet de lorgnette disparut, mais intérieurement son équilibre était toujours précaire. Au rayon papeterie, il acheta un rouleau de ruban adhésif, il en colla sur la déchirure de son pantalon, de telle sorte que l'accroc triangulaire ne puisse plus béer à chaque pas. Puis il regagna son travail.